Chapitre 16. Comment Gargantua fut envoyé à Paris, de l'énorme jument qui le porta, et comment elle anéantit les mouches à bœufs de la Beauce. À cette même époque, Fayolle, 4e roi de Numidie, envoya du pays d'Afrique à Grand-Gousier une jument, la plus énorme, la plus grande qu'on ait jamais vue, et la plus monstrueuse. Vous savez bien que d'Afrique, il nous vient toujours quelque chose de nouveau. Elle était grande comme 6 éléphants, et avait les pieds fendus en doigts, comme le cheval de Jules César, les oreilles pendantes, pareilles à celles des chèvres du Languedoc, et une petite corne au cul. Pour le reste, elle avait une robe à l'aisant brûlée, criblée de pommelures grises. Mais elle avait surtout une queue formidable, car elle était à peu de choses près aussi grosse que la pile Saint-Mars, près Langeais, et du même module carré avec des grains embarbelés, ni plus ni moins que des épis de blé. Si cela vous émerveille, émerveillez-vous davantage de la queue des béliers de Scythie, qui pesait plus de 30 livres, et de celle des moutons de Syrie auxquels il faut, si Tenot dit vrai, atteler une charrue au cul pour la porter, tant elle est longue et pesante. Vous n'en avez pas une pareille, vous autres, paillards de rase campagne. La jument fut amenée par mer, dans 3 caracs et un brigantin, jusqu'au Sable d'Olonne, en Talmondais. Quand Grand-Gousier la vit, voici, dit-il, qui conviendra très bien pour conduire mon fils à Paris. Ainsi, par Dieu, tout se passera bien, et sera plus tard grand clair. Sans l'action de messieurs les ânes, nous vivrions comme des clercs. Au lendemain, après boire, comme vous vous en doutez, Gargantua prit la route avec son précepteur Ponocrates et ses gens, et avec eux, Eudémon, le jeune page. Comme c'était par un temps serein et bien doux, son père lui fit faire des bottes de cuir fauve, de celles que Babin appelle des bottillons. En tel équipage, ils suivirent joyeusement leur itinéraire, faisant toujours grande chère, comme cela jusqu'au-dessus d'Orléans. Il y avait à cet endroit une vaste forêt, de 35 lieues de longueur et de 17 de largeur, ou à peu près. Celle-ci était horriblement riche et féconde en mouches à bœufs et en frelons, si bien que c'était un vrai coupe-gorge pour les pauvres bêtes de somme, ânes et chevaux. Mais la jument de Gargantua eut la revanche de tous les outrages qui y avaient été commis sur les bêtes de son espèce, dont elle vengea l'honneur par un tour auquel les insectes ne s'attendaient guère. Car dès qu'ils eurent pénétré dans la forêt en question, et que les frelons lui eurent livré l'assaut, elle dégaina sa queue et, dans l'escarmouche, les émoucha si bien qu'elle en abattit toute la futaie. À tort, à travers, de ça, de là, par-ci, par-là, en long, en large, par-dessus, par-dessous, elle abattait les troncs comme un faucheur abat les herbes, de telle sorte que depuis il n'y eut plus ni bois ni frelons, et que tout le pays fut transformé en champ. Ce que voyant, Gargantua y prit un bien grand plaisir, et, sans davantage s'en vanter, dit à ses gens, « Je trouve beau ce. » C'est pourquoi, depuis lors, on appelle ce pays la Beauce. Mais, pour tout potage, ils ne purent que bâiller. C'est en mémoire de ce fait qu'aujourd'hui encore, les gentilshommes de la Beauce déjeunent de bâillement, s'en trouvent fort bien et n'en crachent que mieux. Finalement, ils arrivèrent à Paris, où Gargantua refit ses forces pendant 2 ou 3 jours, faisant bonne chère avec ses gens, s'enquérant des gens de science qui se trouvaient alors dans la ville et du vin qu'on y buvait.